On a parlé du premier niveau qui est simple, qui concerne les composants du curriculum officiel. On a dit qu'on aura besoin, en tant qu'enseignant, dans la phase de préparation, bien sûr, des notes ministérielles, des instructions officielles, des éléments du programme, etc. Donc, on aura même besoin des mêmes éléments, même au niveau de la présentation. Bien sûr, et dans ce cas, on aura besoin, bien sûr, de ce qu'on appelle, il est nécessaire que la rigueur scientifique soit présente, qu'on veille à ce qu'on reste. C'est très important ce point. Il faut veiller toujours à rester au sein du programme. Parce que, voilà, on a les éléments du programme et on va travailler avec les élèves. Il faut éviter, par exemple, que ce soit lors de la préparation ou lors de la phase de présentation du cours. Il faut faire attention à ce que tes explications dépassent les limites du programme. Donc, il faut bien assimiler cette donnée qui est les éléments du programme. Les éléments du programme, je les vois, donc je consulte les instructions officielles, je délimite les éléments du programme pour ne pas tomber dans l'erreur à expliquer aux élèves certaines notions en utilisant des concepts qui ne sont pas au programme ou aborder des notions qui ne sont pas au programme. Il faut rester dans le cadre de la conformité totale avec le programme du niveau concerné et les éléments limités dans ce programme et les instructions officielles. Parce que quand vous voyez les instructions officielles, vous voyez toujours il y a trois éléments dans le manuel des instructions officielles. En général, notamment pour la physique-chimie, vous trouvez toujours les éléments du programme, des titres et des sous-titres. Puis après, vous trouvez un tableau où il y a des objectifs, des activités, pour ces éléments du programme. Les éléments du programme, j'ai dit que dans les instructions officielles, généralement, on trouve trois éléments. Les éléments du programme, les titres et sous-titres, et les objectifs du programme. Donc, les éléments du programme, ça nous donne une idée du cadre dans lequel on doit travailler et y rester. Pour ne pas sortir, pour ne pas déborder, pour ne pas aborder des concepts qui dépassent le niveau des élèves, etc. Puis viennent les objectifs. Les objectifs, ils nous fixent un petit peu jusqu'où on peut aller au niveau des objectifs de connaissance et au niveau des objectifs de savoir-faire. Avec des propositions d'activités. Vous voyez les instructions. Il y a des activités proposées. Dans cette colonne d'activités proposées, vous avez le libre choix de les adopter si vous avez les moyens de les adopter ou les remplacer par d'autres activités. Parce qu'en fin de compte, on a toujours ce qu'on doit respecter deux choses. On doit respecter les éléments du programme et les objectifs du programme. Pourquoi? Pour l'unicité. On fait un travail, on enseigne la physique-chimie au niveau de la terminale pour les élèves marocains. Donc, normalement, les élèves marocains, que ce soit à Tanger ou ailleurs, ils doivent bénéficier des mêmes éléments du programme pour ne pas y avoir des différences de niveau où certains abordent des thèmes, d'autres abordent d'autres thèmes différents et vous voyez où ça va mener quand on vient à la phase
d'évaluation avec un baccalauréat national, etc. Donc, c'est une idée. Mais il y a un autre volet très important dans les instructions officielles, c'est le volet orientation. Vous voyez, au-dessous de la colonne objectif, vous trouvez orientation. Qu'est-ce que ça veut dire? La partie orientation, il nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit faire pour ce chapitre ou cette partie du programme. Quelles sont les choses qu'on va détailler? Quelles sont les choses qu'on va aborder expérimentalement? Quelles sont les choses qu'on doit juste les donner? Quelles sont les choses qu'on ne doit pas aborder et traiter? Et ça aide l'enseignant dans cette phase de préparation, et ça va de soi dans la phase de présentation, ça va l'aider à bien cerner ce qu'il va faire, bien le cadrer, pour ne pas tomber dans ce travail un petit peu aléatoire. C'est pour cela que je dis toujours qu'il faut éviter de se pencher directement, pour un enseignant, de se pencher directement sur un manuel scolaire, carrément, et prendre la leçon telle qu'elle est et la transmettre aux élèves, ou même se pencher sur une recherche et tomber sur un site électronique qui présente des cours comme ça, et prendre ces résumés et dire aux élèves de les reproduire dans leur cahier ou les présenter comme des résumés, etc. C'est à éviter. Il faut toujours construire son travail. Parce que dans la phase de préparation, notamment pour nous, pour la physique-chimie, c'est une matière expérimentale, donc le travail qui doit être fait pour notre matière, en phase de préparation, il est très important. Je travaille dans un établissement, il y a un laboratoire, il y a un matériel manquant, donc je dispose de certains trucs et je ne dispose pas d'autres. Normalement, ma préparation doit être adaptée au matériel dont je dispose. Je ne dois pas faire figurer dans mon travail un matériel qui n'existe pas au laboratoire. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un peu ça. Donc cette phase, son importance réside dans ce fait. Quand on passe à la phase d'évaluation, donc automatiquement, je vais voir ce que j'ai fait comme objectif, ce que j'ai tracé comme objectif, et je fais passer des exercices d'évaluation convenables que normalement je devrais élaborer dans la phase de préparation. On prépare les exercices d'évaluation à l'improviste. On vient comme ça à la fin de la séance du cours et on demande aux élèves, prenez votre manuel scolaire, allez à l'exercice numéro tel, page telle, et commence à travailler. Normalement, les exercices d'évaluation devront être préparés dans la phase de préparation, conformément aux objectifs. D'accord? On reste là pour cette composante curriculum officielle. On a déjà parlé de celle, la composante du savoir académique et savoir didactique. On ne va pas détailler beaucoup à ce niveau parce que on va se focaliser surtout en rapport avec la session de formation qui est en cours. On va se focaliser sur le savoir linguistique et sur les méthodes et techniques de travail. Bien sûr, dans le savoir linguistique, chose obligatoire, un enseignant doit connaître ce qu'est une phrase. Hein? Un enseignant qui ne sait pas ce qu'une phrase, hein, ne sait pas comment il va communiquer. Donc, la structure de la phrase, les consignes, les consignes, c'est très important. Les consignes même, on aura l'occasion, si le temps le permet, de voir une présentation relative aux consignes. Qu'est-ce qu'une consigne ou quelles sont les caractéristiques d'une consigne pour qu'elle soit
une consigne claire et que les élèves arrivent à interagir avec. Donc, c'est très important les consignes. On a aussi ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques sont ces éléments, ces mots, ces phrases, surtout des mots qui lient des parties du texte à d'autres parties. On les appelle les connecteurs logiques, donc on doit avoir des connaissances dans ce sens. On aura besoin aussi des verbes d'action. Je vous dis ce qui doit figurer dans ces cellules. Les verbes d'action, parce que pas tous les verbes nous aident à interagir avec nos élèves. Donc il faut faire le bon choix des verbes d'action et veiller à ce qu'on appelle, à éviter tout ce qui est polysémique. Parce qu'il y a des verbes qui ont un sens dans une discipline et peut-être un sens différent dans une autre discipline. Donc il faut voilà, je vais vous donner des exemples dans ce sens. Bien sûr, le savoir linguistique, on en a besoin du lexique. Le lexique, c'est très important aussi. Comme vous voyez, ces structures de phrases, ces consignes qui devront être claires, ces connecteurs logiques qui doivent être présents, ces verbes d'action bien corrects, normalement, on va les travailler dans la phase de préparation, mais aussi, c'est ça le plus difficile, aussi dans la phase de présentation. Parce que quand on prépare, on est seul, peut-être dans le bureau, avec la documentation nécessaire, le temps suffisant devant nous, donc on écrit, on fait tout ce qu'on peut. C'est pour cela qu'il faut faire la bonne préparation, parce que tu es libre de revoir ce que tu dis, de corriger ce que tu fais, d'aller chercher dans ce dictionnaire, d'aller chercher dans ce document, de ce manuel, etc. Alors que quand tu es en classe, tu n'as plus cette possibilité. Donc la préparation sera déterminante dans ce que tu vas faire dans la phase de préparation. Sinon, tu vas improviser et tu vas tomber, tôt ou tard, tu vas tomber dans l'erreur lors du travail de préparation. Donc, verbe d'action, la consigne, la structure de la phrase, etc., je vais les travailler dans la phase de préparation pour pouvoir les utiliser dans la phase de présentation, parce que je serai obligé de communiquer. Quels sont les moyens de communiquer avec mes élèves? Je dois communiquer avec les élèves avec des phrases, avec des consignes que je vais leur donner, hein, avec des mots techniques que je dois lier entre eux pour constituer des phrases compréhensibles de la part des élèves. Donc, j'aurai besoin de ces éléments dans la phase de préparation et dans la phase de présentation. Donc, si je fais une bonne préparation, automatiquement, je ne vais pas dire ça va aller dans les 100% de réussite, mais quand même, un cours bien préparé a beaucoup de chances d'être réussi qu'un cours mal préparé ou carrément non préparé. Idem, quand on va à la phase d'évaluation, il faut être très vigilant dans les formulations que tu donnes, dans les consignes que tu leur donnes. Peut-être parfois, si tu ne fais pas attention à la consigne que tu proposes à tes élèves dans un exercice, si la consigne est mal formulée, il se peut que l'élève te réponde mal parce que la consigne n'est pas bien formulée. Et non parce qu'il n'a pas compris ce qui est demandé. Donc, une bonne formulation de la consigne, c'est un important élément déterminant dans la phase d'évaluation où vous allez
la rencontrer dans toutes les phases d'évaluation, dans l'évaluation formative, dans les évaluations sommatives, le contrôle continu, etc. Il faut toujours veiller à ce que les consignes et les verbes d'action utilisés soient explicites et clairs pour les élèves pour que cette évaluation ne soit pas perturbée par de mauvaises formulations des consignes. Ça, c'est le niveau du savoir linguistique. Pour en ce qui concerne les méthodes et techniques de travail, on peut parler d'études documentaires. C'est très intéressant dans l'enseignement de la physique-chimie. On peut prendre des textes et à travers les textes, on peut développer le savoir, on peut construire des concepts, on peut réaliser, aboutir à des résultats suite à l'analyse de ces textes, etc. Donc l'étude documentaire, c'est un élément très important, les méthodes et techniques. Il y a beaucoup de parties du programme qui vont avec. Quand je prends, par exemple, dans le niveau du collège, je peux demander ou je peux travailler sur des textes sur la lumière, sur la pollution, sur l'eau, etc., à travers des textes que je leur propose peut-être auparavant sous forme de petits projets et que les élèves font des petites recherches, etc. Et à travers ce travail de texte, qui vont être bien sûr munis d'une série de questions, on peut aboutir à la construction de savoir conformément aux objectifs tracés. Idem dans le lycée, on peut travailler sur la première partie de chimie. Toute cette partie, elle va avec un travail documentaire. Quand on parle de l'extraction, on parle etc., les techniques de distillation, d'hydrodistillation, etc. Ce sont des techniques qu'on peut faire la recherche dessus. Idem, on peut faire la recherche sur les ondes, plus ou moins. Une petite recherche sur les éléments de la chimie organique, les fonctions, etc., la nomenclature. Toutes ces choses, on peut demander aux élèves, des petits, on peut leur donner des consignes et eux travaillent dessus pour enfin faire les synthèses nécessaires ensemble, les corrections nécessaires, etc. On a aussi, voilà, j'ai dit, on peut donner carrément, au lieu de demander aux élèves de faire de recherche, on peut leur demander de faire des résumés, on peut préparer ou télécharger des textes qui vont avec les parties du programme sur lesquelles on va travailler et leur demander de faire des résumés. On a d'ailleurs un exercice ici qu'on va travailler ensemble plus tard. Il y a les technologies de l'information et de la communication. On peut se baser. Il y a des fiches méthodes, il y a beaucoup de fiches méthodes. Fiches méthodes pour la révision, les cartes mentales, etc. sont tous des outils qui servent à travailler sur les méthodes et techniques de travail, bien sûr dans la phase de préparation, tout ça, et bien sûr dans la phase de présentation. Puis dans le volet ou dans la composante savoir pédagogique, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce volet du savoir pédagogique? On va bien sûr veiller à ce qu'on sait ce que c'est qu'un contrat didactique. Qu'est-ce qu'une relation pédagogique? Qu'est-ce qu'une zone proximale de développement? Je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu de ce concept. Non. Donc, en bref, je vais rester un petit peu sur ce point. La zone proximale de développement, c'est une zone dans laquelle l'apprenant, l'élève, peut faire des tâches avec une aide d'un autre qui n'est autre que l'enseignant. C'est ça la zone proximale. C'est-à-dire la zone où on peut placer
l'élève, il peut faire ou réaliser des tâches avec une aide pas assez grande d'une autre personne, qui est l'enseignant. Au-dessous de cette zone proximale, on va trouver la zone de confort. Une zone de confort, c'est la zone où l'élève sait tout. Imaginez que devant vous, vous avez des élèves qui ont fait un cours avec un enseignant, qui ont abordé tous les éléments du cours, ils ont fait des expériences, etc. Ils n'ont rien lâché. Ils ont fait des exercices d'application, ils les ont corrigés, etc. Et vous venez le jour suivant pour leur faire le même cours. Et vous allez voir que les élèves te regardent comme ça, t'expliquer, mais personne, ces élèves n'est étourdi par ce que vous dites ou perdu comme ça, ils n'arrivent pas à suivre parce que tout ce que vous dites, le savent déjà. Donc ne jamais, c'est ça la consigne, c'est en relation avec la zone proximale de développement, ne jamais mettre vos élèves dans des zones où ils savent tout. Pas la peine de leur répéter des choses qu'ils savent totalement. Ils vont rien apprendre parce que ils écoutaient ce qu'ils savent déjà. Voyons si on les met au-dessus de cette zone où ils ont besoin d'un petit peu d'aide. Si on les met au-dessus de cette zone, ils ne savent rien. Ils vont se trouver devant des situations où ils n'ont pas le bagage, les éléments nécessaires pour les résoudre, même avec l'aide de quelqu'un. Donc, vous allez les placer dans ce qu'on appelle une zone de frustration. L'élève va dire « c'est une matière difficile, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas ce qu'il dit, l'enseignant. » Il ne comprend rien de ce que tu lui dis. Donc vous voyez qu'il y a 3 zones. Il y a cette zone où l'élève a tout l'arsenal nécessaire pour répondre aux consignes que tu lui demandes. Il est dans sa zone de confort, il ne va rien apprendre de nouveau. Et il y a cette zone où il peut faire ce qu'on lui demande avec une aide. Et il y a cette zone de frustration où il n'arrive rien. Oui. Même, voilà, il n'arrive rien à faire, même avec de l'aide. Qu'est-ce qui va se passer? La zone de confort, l'élève sera à l'aise. Il se sent qu'il y a uniquement de la répétition du travail du prof. Dans la zone de frustration, il ne va pas participer. Il va même peut-être détester la matière et même détester l'enseignant. Il lui parle des choses qu'il ne sait rien, donc il est perdu, il voit qu'il est en train de perdre son temps, ou peut-être son avenir, je ne sais pas. De toute façon, il va être tellement frustré. Donc, la zone proximale de développement, c'est cette zone où l'élève peut faire des trucs et l'enseignant, il est là pour l'étayer, pour l'aider, pour le mener vers les objectifs qui sont tracés. Donc, il faut toujours mettre dans la tête, lors des phases de préparation, à chaque fois que je formule une situation que je vais proposer à mes élèves, je pose la question suivante. Est-ce qu'ils savent réagir avec cette situation sans problème? Donc, je l'écarte. Ou est-ce qu'ils vont être frustrés et ne vont pas interagir avec moi dans cette situation? Toujours, il faut se poser. Donc,
il faut toujours faire le choix de manière à ce que la situation qu'on va choisir serait une situation plus ou moins abordable de la part des élèves et dans laquelle il suffit que je leur apporte l'aide nécessaire pour aboutir à la solution de la situation. C'est ça, en bref, la zone proximale. D'accord? Donc, je vais rester là sur cette composante et on va, pour terminer, on va voir pour la zone, pour la composante évaluation. Bien sûr, l'évaluation, je dois avoir une idée de ce que c'est l'évaluation, les types d'évaluation, l'élaboration des exercices, l'élaboration des questions simples, questions à choix multiples, etc. Donc, tout un bagage pour pouvoir élaborer des devoirs de contrôle, que ce soit de contrôle continu ou de contrôle sommatif, des devoirs corrects et qui répondent bien sûr au texte officiel. Donc il y a des notes relatives au contrôle continu que l'enseignant ne doit pas ignorer. Il y a des cadres référentiels que l'enseignant ne doit pas ignorer. Vous voyez donc, quand j'élabore mon évaluation, dans ce cas aussi, je dois l'élaborer dans le cadre des instructions officielles, et dans ce cas, conformément aux notes organisatrices et au cadre de référence d'évaluation relative à la matière. Je dois aussi, normalement, dans ce cas, travailler ce qu'on appelle la remédiation. C'est-à-dire, quand tu évalues et tu trouves qu'il y a des élèves qui ont des lacunes, qui n'ont pas bien maîtrisé certains objectifs, etc., donc tu dois les mettre dans des situations nouvelles pour combler les lacunes détectées lors de cette évaluation. Bien sûr, les types d'évaluation, vous les connaissez. On parle généralement, on parle de ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, qui doit être faite à chaque fois, début de l'année ou à chaque fois qu'il est nécessaire. Une évaluation formative et une évaluation sommative à la fin. Donc, c'est ça. Et j'arrête ici à propos de ce tableau pour passer à une autre activité.